Bonjour et bienvenue à tous. Mon nom est Marie-Christine Penamalé. Je suis la présidente du groupe média Outre-mer 360. Je suis heureuse de vous retrouver et de vous accompagner pour cette séquence importante. Bien sûr, c'est la présentation du livre blanc élaboré à l'issue des assises de la construction durable en Outre-mer. Merci à vous tous d'être venus si nombreux. Nous allons tenter de parler fort pour que vous nous entendiez dans ce bel hall de bâtiments. Alors en fin de séquence, les rapporteurs vont remettre ce livre blanc à la présidente, au président de la délégation sénatoriale des Outre-mer et sénateur de Saint-Barthélemy, Madame Micheline Jacques, qui conclura la séquence. Vous pouvez déjà l'applaudir, s'il vous plaît. Et pour vous donner les éléments de contexte et vous redonner le cadre, merci d'applaudir chaleureusement le directeur général d'AQC, Monsieur Philippe Rosier, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le directeur général. Oui, merci à tous d'être là nombreux. Je suis très content, très fier d'être avec vous ce matin. Je fais un très bref rappel, mais c'est quand même depuis au moins 2017 que grâce à votre rapport et à la délégation sénatoriale des Outre-mer, Madame le sénateur Micheline Jacques, qu'aujourd'hui nous pouvons arriver à un premier aboutissement de tout ce travail collectif. Je remercie évidemment tous les rapporteurs ultramarins qui ont réussi à contribuer à ce travail. Le rapport, le livre blanc que l'on vous remet, donc, est le résultat de tout ce travail qui a été possible dans le cadre du programme Ombré des C2E, avec le soutien de la SMA BTP qui a été dès le début un contributeur important, le soutien de l'USH à qui nous avons remis aussi à sa présidente Emmanuelle Cos ce livre blanc lors du congrès HLM. Donc on fédère finalement énormément d'énergie sur ce travail. Donc le rapport contient plus d'une centaine de propositions d'action structurées autour de 4 axes. Il y a eu 300 contributeurs. Donc véritablement, on a un travail collectif et il y a la proposition de créer une instance collective. On a été capable collectivement de faire travailler 11 territoires ultramarins avec des problématiques diverses, mais d'avoir aussi un discours de la méthode. Et aujourd'hui, en fait, c'est à la fois un aboutissement, mais c'est aussi un début, il nous semble. Et nous sommes très confiants dans la capacité collective, finalement. Et comme le dit souvent Aurélien, qui est à votre côté, qui est la cheville ouvrière pour l'AQC, il faut que de plus en plus, on ait le réflexe ultramarin. À chaque fois qu'on va travailler, on le voit. On a le soutien aussi de la DHUP et de la DGOM qui vont intégrer, on espère, des dispositions dans le cadre du PLOM. Et donc ça aussi, c'est une forme d'aboutissement et de démarrage. Voilà, donc on est très fiers d'être avec vous ce matin et d'avoir contribué à tout ce travail collectif qui est à son début, en fait. Merci infiniment, monsieur le directeur général. Oui, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. J'espère que le micro marche et que vous m'entendez. Parfait. Alors, vous avez dit, monsieur le directeur général, un travail collectif avec l'ensemble des acteurs. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec le contenu du livre blanc. Vous avez parlé de 5 axes identifiés. Et pour ce faire, j'invite tout de suite les rapporteurs à me rejoindre. Sous vos applaudissements, déjà, monsieur Stéphane Lambert, directeur de la Brique de Guyane. Merci de me rejoindre. Merci d'être un doigt. Monsieur Yannick Bruno, qui est architecte. Merci de lui faire un accueil chaleureux. Merci beaucoup, Yannick. Monsieur Paul Quistin, responsable technique au bureau d'études ANCO. Merci et bienvenue. Melvin Gora, coordination de l'association Arter Mayotte. Merci beaucoup. Et enfin, mon compatriote Alcey Mourouvaille, dirigeant du bureau d'études Synergie. Merci de lui faire un bel accueil. Alors bonjour et bienvenue à tous. Vous avez vu dans ce bel agora et avec cette belle organisation, le directeur général l'a rappelé, un livre blanc qui a pu se faire grâce aux équipes d'AQC, évidemment, avec l'ensemble de votre aide. Vous l'avez rappelé, Aurélien et Hélène, je préfère le souligner tout de suite, ils ont été d'une grande contribution. Et pour commencer, ce livre blanc contient 5 axes. Nous allons parler de la formalisation des référentiels pour l'outre-mer avec vous, Stéphane Lambert. Je rappelle également que vous avez mis en place une norme ATEX pour la Brique de Guyane. Donc vous êtes assez, au fait donc, de la mise en place des normes et vous connaissez bien le processus de la reconnaissance d'une innovation. Peut-être nous dire quelles sont les propositions pour faciliter la formalisation et les référentiels pour l'outre-mer. C'est à vous pour 5 à 8 minutes. 5 à 8 minutes. Bon. Oui, ça part. C'est bon, ça part. Ok, très bien. Alors, je vais vous parler effectivement de la normalisation, citer l'exemple de ce que j'ai pu vivre avant qu'on ait mis en place tout ce que l'on propose dans le livre blanc, à savoir des cellules locales et avec des relais nationaux et des
des interactions entre les différents outre-mer. Parce qu'effectivement, en outre-mer, nous sommes relativement isolés, même aussi au niveau compétences. Et au niveau de la brique, donc c'est une brique compressée, terre crue, c'est pas le sujet. Au début, il n'y a pas de normes. C'est un nouveau produit, donc même s'il est vieux comme le monde. Et donc pour être en technique courante, donc assuré. Le but du jeu, c'est d'être assuré pour être retenu dans la construction. Voilà. Et en Guyane, il s'est passé un truc assez fabuleux. C'est qu'il y a eu une ATEX qui a été mise en place avant la mienne et qui a été faite par l'ADEAL sans nous consulter et qui a permis de mettre en place des briques qu'on ne fabriquait pas en Guyane. Donc pendant 2 ans, cette ATEX m'a privé de tous les marchés guyanais. Voilà une mesure qui n'aurait pas pu se faire s'il y avait eu un comité local dans lequel j'aurais au moins été au courant et dans lequel on aurait pu participer pour établir cette ATEX, donc cette appréciation technique d'expérimentation. Après, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je me suis mis dans cette démarche d'ATEX pour comprendre, pour pouvoir accéder au marché, aux différents marchés, et donc assuré en technique courante. Et ça a été compliqué également, parce que il y a beaucoup, ça fait 132 pages, une ATEX, pour ce qui me concerne. J'ai copié ce qu'avait... Encore une fois, grand merci à Mayotte. On a notre micro. On va tenter, c'est les aléas du direct. Vas-y, allons-y. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux que celui-ci? Parfait. Ah, parfait, merci. Donc oui, les allées avec Mayotte, j'ai copié, ainsi de suite. Et là, je me suis rendu compte, une fois arrivé devant le grand oral du CSTV, qu'il y avait une petite erreur. C'est que Mayotte a la chance d'avoir Arter, une association, qui peut postuler sur les ATEX pour plusieurs entreprises. Moi, j'avais fait aussi également un truc générique pour ne pas fermer, pour que d'autres puissent démarrer en Guyane la construction de briques. Et en fait, on m'a dit non. En tant qu'entreprise, vous pouvez postuler que pour vous-même. Donc, je repris mon bâton de pèlerin. 1 an après, je suis revenu. Je me suis fait, là, par contre, plus conseillé par le CSTB, une prestation supplémentaire, et ça fonctionnait. Donc ça a été effectivement très compliqué. J'ai beaucoup appris, les états limites ultimes, tout ça. Je pourrais travailler dans un bureau d'études, maintenant, je crois, c'est bon. Mais au départ, quand vous êtes juste fabricant, c'est le parcours du combattant. Je peux compter également le marquage CE. Pour pouvoir diffuser, il faut marquage CE. Alors, le marquage CE, il m'a fallu plusieurs mois pour enfin comprendre que le but, ce n'était pas de certifier les briques, mais c'était de certifier le protocole qui permettait d'arriver aux briques. Mais pour moi, c'était mes briques que je voulais certifier. Non, c'est le protocole. Et là, on a fonctionné avec le CIRIB. Il a fallu trouver la norme dans laquelle je pouvais me mettre. Parce qu'il y a également une norme qui vient de Mayotte, la XP 13901 pour les briques de terre compressées. Mais moi, je ne peux pas rentrer dedans parce que mes briques, c'est des briques Lego qui s'emboîtent. Or, à Mayotte, c'est des briques lisses. Ah, bon, donc je ne pouvais pas rentrer dedans. Donc j'ai dû trouver la norme qui est la XP 13, ça y est, j'ai plus le numéro, enfin celle des bétons de granulat courant et léger, donc celle du parpaing dans lequel nous rentrions également parce qu'on stabilise avec un peu de ciment. Voilà. Mais pour faire ça, il a fallu donc appeler le CIRIB, qui vient dans nos outre-mer, ils viennent 1 fois par an. Donc il faut être prêt le jour où ils arrivent avec tout le protocole, tout l'ensemble, et on peut passer ensuite les certifications progressivement. Voilà. Et tout ça, maintenant, je voudrais bien pouvoir le partager avec d'autres. Donc on a aussi voulu, préalablement au livre blanc, mettre en place avec le GDI, notre agence régionale de développement et d'innovation, mettre en place une mutualisation pour pouvoir arriver à faire ça. Et ce livre blanc va nous permettre de gagner énormément de temps et d'adapter chacun de nos savoirs, parce qu'on a aussi perdu beaucoup de savoir. En Guyane, par exemple, 1/3 de Cayenne est fait sur des pieux battus. Maintenant, c'est plus normalisé. Ça n'existe plus, ça a été perdu dans les méandres de la normalisation européenne. Voilà, donc nous, on va pouvoir repartir de la base avec ça. Donc vous avez donné dans le livre blanc les conseils pour pouvoir mieux formaliser ces éléments et éviter tout vos travail d'obstacles que vous avez. Voilà. Effectivement, cette mutualisation et le fait d'être maintenant en réseau inter-RUP, enfin pas international, mais presque, intercontinental en tout cas, nous permet... Un réseau ultramarin. Un réseau ultramarin nous permet d'avoir des échanges, de mieux fonctionner, à tel point que sur notre stand, il y a à la fois la Guyane et Mayotte, par exemple, voilà, et va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la normalisation, de tirer parti des bonnes pratiques qu'il y a sur chacun des territoires et de pouvoir les transposer avec des adaptations sur les autres, parce qu'on a
pour la plupart, il y a des territoires, notamment tout ce qui est chaud, l'aérolique, le fait de ventiler, d'aérer, va nous éloigner du hors d'air que l'on va trouver à Paris, parce qu'évidemment, vu le climat qu'il y a ici, tout ventiler, c'est un peu compliqué. Nous, on peut reprendre les mêmes principes avec la RT Adom ou des choses comme ça, on va pouvoir appliquer. Et c'est une grande chance pour nous d'avoir enfin un démarrage qui repart de la base, parce que ça fait des centaines ou des milliers d'années pour certains espaces où l'on sait faire, et que depuis 50 ans, on a perdu le savoir-faire local au profit du savoir-faire, je dirais, bruxellois. Voilà, et que, évidemment, c'est moins efficace, que les vents de Bruxelles ne sont pas ceux de certains cyclones. Voilà, donc ils ne savent pas faire, en fait. Et nous, on est en train d'apporter beaucoup de choses. Et une dernière petite chose, c'est que nous, en Guyane et dans les Outre-mer, comme on n'a pas beaucoup de moyens et qu'on est loin de tout, on est obligé d'innover énormément. Donc là, on est à l'aube, par exemple, nous, de notre côté, de sortir des briques avec 1/1000 de produits chimiques. Donc on va baisser par 30, le facteur 30, le ciment aujourd'hui qu'on utilise, et on va arriver sur des produits innovants, et que nous lançons, par exemple, une unité de production de mycélium, la partie végétative du champignon, pour avoir des matériaux de construction qui vont permettre d'innover et de ramener, je pense, sur la métropole, sur l'Hexagone, des matériaux qu'on n'est pas dans la nécessité d'aller chercher, mais que nous, nécessité faisant loi, on est bien obligé de travailler, et avec beaucoup plus de matériaux naturels que de trucs artificiels qui sont produits ici. Merci beaucoup. Merci Stéphane également pour les illustrations que vous avez données dans votre explication. Bonne transition. On va parler d'innovation. Et justement avec Yannick Bruno, quel axe de travail pour soutenir l'innovation et mettre en place un système d'évaluation à l'échelle régionale, puisque vous avez parlé, Stéphane, vous, de formaliser ces normes. Comment vous travaillez là-dessus? Alors, je reviens d'abord au début de l'histoire et je réponds de suite à votre question en suivant. En un court résumé. C'est d'abord, cette expérience des assises de la construction durable, c'est d'abord une expérience de partage, de mise en commun et de découverte quelque part que les problématiques qui nous touchent, chacun dans nos territoires particuliers, trouvent des échos et des choses comparables dans d'autres territoires. C'est aussi des grandes diversités dans les problématiques qu'on rencontre. Donc la première étape de ce parcours, ça a été de prendre conscience de tout ça et de fabriquer en quelque sorte une cartographie inter-outre-mer des compétences, des problématiques, des filières et des gisements qui permettent d'alimenter ces filières très différentes, avec en commun évidemment ce que mon collègue ici soulignait, l'éloignement, la difficulté qu'on a tous en commun pour innover, parce qu'on est très dépendant de la métropole ou de nos voisins immédiats. Donc ça, c'est la première phase de ce travail, ça a été de prendre conscience et de pouvoir se faire personnellement une cartographie à travers la mise en commun et ces assises de la construction durable. Pour les architectes qu'on est, comment ça se traduit directement? Immédiatement, une fois qu'on a pris conscience qu'en Guyane, on a des gens qui peuvent certifier le bois qu'on essaye désespérément de certifier depuis des années pour pouvoir l'appliquer sur notre territoire, qu'on a nos amis en Guadeloupe et en Martinique qui sont spécialisés dans le parasismique depuis des années et qu'on est un peu démunis sur certaines problématiques, on l'applique directement dans nos projets, dès maintenant en fait, depuis 6 mois que j'ai pu prendre conscience de ces éléments. Je vais vous donner 2-3 exemples d'application directe. On est lauréat récemment d'un hôtel en Guadeloupe où on va prescrire notamment un isolant à base de canne à sucre issu du broyat pour faire le rhum. Excellent. Compacté. Et ça, ce n'est possible que parce qu'on a pris conscience que des jeunes étaient en train de monter une entreprise en local via les interlocuteurs de ces assises de l'environnement. Je vous donne 2 ou 3 autres exemples qui résonnent plus cette fois-ci pour mon territoire de Saint-Barthélemy, et je me tourne vers mon sénateur. On a une problématique d'énergie croissante sur l'île, avec un manque d'énergie et la limite de production qui est la nôtre. La Réunion a un temps d'avance, on va dire, sur une réglementation sur la climatisation et la ventilation naturelle. Il est aujourd'hui très facile de gagner beaucoup de temps en s'inspirant de leur travail pour l'appliquer, l'adapter bien entendu à travers la flexibilité qu'on demande. Absolument. À notre territoire. Dans l'autre sens, j'exerce certes en Outre-mer, mais je suis originaire de Corse. Tout le bassin méditerranéen a une énorme problématique de sécheresse.
Il se trouve qu'à Saint-Barthélemy, les conditions géographiques de sécheresse font que la culture locale a développé naturellement, puis maintenant dans le règlement d'urbanisme, l'obligation d'avoir des citernes de récupération d'eau de pluie, qui est quelque chose que j'ai eu l'occasion de présenter dans des projets en Corse. Et les élus locaux, services d'urbanisme, en sont en raffolent. Et quelque part, c'est déjà une solution prête, applicable, qui permet de résoudre des problématiques, y compris métropolitaines. On est évidemment expert dans les phénomènes extrêmes. Donc le cyclone, on a vécu en 2017 le cyclone Irma, ce qui nous a permis de développer un certain nombre de constats d'abord, puis de consolidation de ces constats pour des solutions techniques. Les solutions des Outre-mer peuvent être utiles au territoire et à l'Hexagone et à d'autres territoires européens. Je crois que vous travaillez sur d'autres projets également. Absolument, et je dirais que pour que tout ceci puisse déboucher et ne reste pas juste une démarche d'une agence d'architecture sensible à ces problématiques-là, ce livre blanc et les propositions qui sont à l'intérieur, avec notamment la création de cet outil instance d'outre-mer, qui n'est ni plus ni moins que pérenniser le travail qui est en cours et ces échanges-là, c'est-à-dire les rendre constants dans le temps, et plutôt que d'avoir une photographie à l'instant T de toutes les compétences qui existent, avoir une photographie tous les 2 mois et faire évoluer ce réseau de compétences et de problématiques de façon à pouvoir l'utiliser, le faire remonter et surtout le faire viabiliser, puisque cet organisme qui est présenté comme une solution est la courroie de transmission avec les instances compétentes de l'État pour permettre de faire redescendre ces solutions dans les règlements et les normes dans les territoires, tout simplement. Très bien. Justement, bonne transition. Vous avez parlé de toutes ces innovations et qui sont des exemples. On va voir maintenant comment on peut sensibiliser et partager la connaissance avec les professionnels ultramarins, parce que c'est quand même important. Vous avez tous dans vos territoires des solutions. Comment, comme vous avez dit, c'est le cas de la Guyane avec Mayotte, le vôtre, Saint-Barthélemy et la Réunion. Avec vous, Paul Kinstin, je rappelle juste que vous êtes impliqué dans plusieurs projets de recherche et d'instances d'enseignement. Vous êtes également animateur à la CERC Guadeloupe, c'est bien ça ? AMO, d'accord. Et vous allez peut-être nous faire le point sur l'importance de la transmission et de la traduction des savoirs. Vous avez également travaillé sur un guide de la traduction parasismique, un guide de la construction parasismique en maison individuelle et qui a été traduit dans un logiciel. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Et donc, oui. Comment on fait pour valoriser toutes ces innovations et les faire partager à nous tous? Oui, bonjour à tout le monde. Parlez fort. Ouais, je vais essayer de parler fort. Alors, donc comme on l'a déjà dit, alors j'ai noté pour être sûr de garder le temps. Donc, pour répondre justement à ces exigences et ces enjeux notés dans le livre blanc, il est important de partager de la connaissance et que justement tout ce qui a été fait soit consigné à un moment donné quelque part dans le marbre pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ça, c'est vraiment primordial. Donc par rapport à ces différents projets que vous avez cités, donc moi j'ai mené et piloté plusieurs projets en Guadeloupe et ailleurs d'ailleurs, notamment pour ANCO, donc le bureau de contrôle ANCO. Alors c'est pas un bureau d'études, c'est un bureau de contrôle. Oui. Comme les projets Bois du Ramen. Donc Bois du Ramen, Guadeloupe, Martinique, Guyane, notamment qui ont été soutenus par le FEDER, la région Guadeloupe et l'AQC, puisque c'est un projet pacte. Et en fait, ces projets-là, notamment, ont permis de pouvoir fournir aux professionnels locaux une cartographie et une base de données sur l'humidité du bois en service pour que les concepteurs puissent construire avec les bonnes données de façon durable. Ça, c'est un des premiers projets. J'ai aussi travaillé pour la FPS cette fois-ci, donc l'Association française du génie parasismique, sur des guides sur la construction parasismique et paracyclonique, qui ont permis, dans le cadre de groupes de travail, de réaliser notamment le fameux guide CPMI, guide de construction parasismique des maisons individuelles. Non, voilà, mais je suis obligé quand même d'expliquer. Bien voilà. sûr. Non, parce que là, on avait quand même le dernier projet, qui est un projet plus personnel, c'est le fameux logiciel LCDP 65, qui a permis justement de mettre en musique ce guide CPMI pour pouvoir, je ne vais pas dire vulgariser, mais en tout cas permettre de s'approprier les guides CPMI en utilisant un outil informatique. Voilà. Et donc, du coup, j'ai constaté en faisant tous ces travaux que finalement, ils sont mal connus ou sous-exploités, malheureusement. Soit parce que ça dort dans les tiroirs, dans les placards, ou que les professionnels ne sont pas suffisamment informés de leur existence.
Et donc c'est pour ça qu'il est important que la diffusion et le partage des connaissances soient un des maillons pour la réussite de ce projet, pour qu'on ait une construction durable et résiliente. Et il faut valoriser les travaux, il faut les valoriser, les sortir des tiroirs, comme je disais, les rendre disponibles facilement, en touchant tous les acteurs de la construction, en passant par les concepteurs, les réalisateurs, les artisans, les constructeurs, les entreprises. Ne pas oublier les maîtres d'ouvrage, les fournisseurs et les contrôleurs techniques, parce que ce sont tous les maillons de cette chaîne de l'acte de construire qui permettent de construire de façon durable et résiliente en fonction de l'endroit où on est sur les territoires. Et ça, c'est à l'échelle aussi bien d'un territoire que de l'ensemble des 11 territoires qui ont participé justement à l'élaboration de ce travail et qui permettront justement de pouvoir valoriser, passer des informations, des formations, des connaissances et les permettre à que tout le monde puisse en profiter de façon simple et rapide. Mais concrètement, comment on partage cette connaissance avec tout le monde ? Je vais y arriver grâce à mon fil conducteur. Ah, génial. Donc l'idée, en fait, justement, c'est que d'abord, il faut recenser les travaux. Les recenser, les travaux, les études, les projets, puis après les mettre sur une plateforme collaborative. Alors il existe déjà une plateforme qui est la plateforme Pergola de l'AQC, qui est très bien faite, mais qui n'est pas forcément connue de tous. Et grâce à cette plateforme, on pourra en fait partager à travers tous les territoires, mais même pour l'Hexagone, pour les départements et régions de France. Et en fait, ces enjeux ont été compris par les 11 territoires qui ont participé à ce travail et qui consignent en fait tout ça dans le livre blanc, qui vont nous permettre en fait d'avoir la possibilité de pouvoir partager les connaissances, les outils qui ont été dans chacun des territoires, soit construits ou étudiés ou en tout cas réalisés. Et finalement, tout le monde pourra monter en compétences, les professionnels pourront s'approprier, monter en compétences et permettre vraiment de construire résilient, de construire durable. Sans ce passage par la mise en communauté, en partage des connaissances, on ne pourra pas pérenniser ce projet. Donc il est important d'y penser. Et donc je finirai donc, si on crée une plateforme technique et dynamique à l'image de Pergola, je rappelle qu'il existe, utilisons la base pour progresser, on pourra faire un réseau solide de partage et d'échange utile à l'ensemble des territoires ultramarins. Et je finirai, Madame la Sénatrice, en disant, et vous, chers confrères ou professionnels, que, alors c'est chez moi, on dit « ensemble, nous plus forts ». Et ça, c'est une réalité. Et le travail commence, mais il n'est pas terminé, c'est un début. Voilà, donc je terminerai par ces mots. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, on a noté. Oui, vous pouvez l'applaudir, hein, il a voulu tout préciser, et chacun d'entre eux, d'ailleurs, pour leur intervention, la plateforme Pergola de l'AQC, qui est une base, et vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir l'améliorer et peut-être l'utiliser au sein de la gouvernance, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, on parle de toutes ces innovations, mais parlons des acteurs de filière et comment on les accompagne. Que propose le livre blanc sur cet aspect avec vous, Melvin Gora? Je rappelle pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, l'association Arter Mayotte, dont vous êtes animateur, a pour mission d'accompagner la filière terre à Mayotte pour la structurer et pour faire émerger le matériau terre sur des nouveaux projets. Mais je vais vous laisser peut-être préciser quelques éléments et aussi préciser pour l'ensemble des intervenants dans la salle que la gouvernance plutôt que vous allez mettre en place n'accompagnera pas les artisans de manière individuelle, mais plutôt les professionnels ultramarins de façon globale, qu'on soit bien précis sur ce point. Et donc c'est à vous pour la filière. Bonjour à tous et merci à tous d'être venus donc ce matin pour la restitution de ces assises via ce livre blanc. Donc l'axe 4 qui est accompagner les acteurs donc de la filière, c'est un peu le travail qu'effectue donc sur Mayotte l'association donc Arter Mayotte, donc je suis le coordinateur, donc qui s'est beaucoup employé et qui s'emploie encore et toujours à accompagner les professionnels sur l'aspect réglementaire. Donc, ce qui s'est concrétisé par un ATEX et des règles professionnelles donc, en 2022 qui ont été validées par l'agence qualité construction. Mais c'est aussi travailler sur les aspects de communication, de sensibilisation, donc grand public, et également l'aspect formation des professionnels. Donc, lorsqu'on parle ici d'acteurs, donc c'est vrai que c'est un gros chapeau, mais on parle d'acteurs économiques, on parle de professionnels de la construction, donc au sens large, d'acteurs du bâtiment, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, des artisans.
Donc, dans le cadre de ces assises, on a développé donc, différentes propositions de missions qui sont donc accompagnées par des actions dites concrètes. Et donc sur cet axe 4 d'accompagnement des acteurs de la filière, on peut établir 4 missions principales. Donc la première mission qui est d'assister les structures d'accompagnement de ces acteurs économiques vers des démarches de certification. Il faut savoir que ces structures dans les différents territoires ultramarins, elles existent. Mais cependant, elles ont besoin donc de pouvoir être soutenues, être accompagnées pour pouvoir faire le lien avec ces acteurs économiques. Et donc, par exemple, un type d'action concrète serait d'avoir cet organe ultramarin que va présenter M. Mourouvaille et qui sera en charge de pouvoir présenter les différentes typologies de certification, les outils d'aide pour le choix de la certification, ou encore d'identifier et présenter les différentes centres d'essai, par exemple, et les tests qui y sont attendus. Donc ça, c'est pour la première mission. Donc la deuxième mission qui vise donc à favoriser l'intégration des éléments de référentiel ultramarins dans le cahier des charges des maîtres d'œuvre part d'un constat. On part du constat que les référentiels ultramarins, ils existent. Ils sont connus pour la plupart, notamment des bureaux d'études ou encore des architectes, mais au niveau des maîtrises d'ouvrage, on a très peu connaissance de ces référentiels-là. Et donc, une action concrète, ce serait de faire une large diffusion de ces référentiels ultramarins, afin que, via des formats qui soient compréhensibles et utilisables par les maîtrises d'ouvrage, afin d'y faire des recommandations au sein de leur cahier des charges. Donc, la troisième mission consiste donc à faciliter l'expérimentation. Donc effectivement, un constat, c'est que les maîtres d'ouvrage, les maîtrises d'ouvrage ont des difficultés à intégrer des projets, on va dire, innovants, des projets d'expérimentation, et se confrontent souvent à des appels d'offres qui sont dits infructueux. Et donc là, une proposition concrète que nous avons émise au niveau du livre blanc, ce serait donc de recenser déjà toutes les pratiques, tous les chantiers qui font usage de ces expérimentations, toutes les bonnes pratiques qui ont été identifiées, et de pouvoir les remonter à l'échelle des maîtrises d'ouvrage pour qu'ils aient un peu plus de bagages pour pouvoir insérer ces prescriptions dans leur cahier des charges. Et la dernière mission consiste à recenser les bonnes pratiques via ce qu'on appelle les retours d'expérience. Et l'idée, c'est que ces retours d'expérience puissent permettre de pouvoir informer, de pouvoir sensibiliser l'ensemble des professionnels de la construction. Et là, je peux prendre le cas de Mayotte et je vais m'arrêter ici. Aujourd'hui, on a des règles professionnelles qui ont été validées par l'Agence Qualité et Construction, mais qui font l'objet d'un retour d'expérience qui est biannuel, qui aura lieu tous les 2 ans. Donc, on a cette obligation de devoir faire ce retour d'expérience sur la construction en briques de terre comprimée sur l'île de Mayotte. Et c'est un petit peu la conclusion sur cet axe accompagner les acteurs de la filière qui pourra être mis en pratique par la mise en place d'une organisation ultramarine qui sera développée par mon collègue de La Réunion. Merci. Merci beaucoup pour ces explications très complètes. En tout cas, on a vu dans l'accompagnement de la filière, c'est plusieurs grands chantiers, mais on sait bien sûr que vous, les acteurs de la construction, les chantiers ne vous font pas peur. Petit jeu de mots à la place. Alors, je sais que vous attendez tous, on a vu les 4 grands axes du livre blanc. Reste celui que vous attendez tous, cette fameuse création d'une instance ultramarine de la coordination. Avec vous, Alcé Mourouvaille, pouvez-vous nous en dire plus? Comment ça va fonctionner? Est-ce que tout le monde va se battre pour pouvoir être à la tête de la gouvernance? Et surtout, comment vous allez vous coordonner? Puisque finalement, vous avez énormément de chantiers et d'innovations à mettre en place et à partager avec vous entre les différents acteurs. C'est à vous. Alors vous m'avez bien introduit, Marie-Christine. Il n'y aura pas de combat, puisque nous partons sur le principe d'une instance qui sera fédérative, qui va regrouper l'ensemble des parties prenantes du projet. Et pour cela, j'ai eu l'occasion d'interroger l'ensemble des acteurs principaux, des partenaires, que ce soit les services de l'État, les assureurs, les bureaux de contrôle. Et il y a un consensus général aujourd'hui
Le directeur de l'AQC l'a dit tout à l'heure dans son introduction, depuis 2017, les territoires ultramarins ont été extrêmement productifs, ont créé de nombreux projets. Depuis le programme PAC, le programme Ombré 1, Ombré 2, il y a une production d'une très grande richesse. Et le dernier axe a été quand même les assises de la construction durable. Nous avons vu une mobilisation exceptionnelle de 300 acteurs ultramarins sur les 11 territoires qui se sont réunis spontanément pour produire en fait une réflexion très riche d'orientation, très riche de projets. Et il nous paraît aujourd'hui important en fait d'inscrire après 7 ans de travail cette dynamique, cette orientation dans le cadre du temps long. On est aujourd'hui dans cette perspective du temps long et la création d'une structure de fédération en fait, de l'ensemble des territoires est aujourd'hui une nécessité. Ça a été unanimement dit par tous les acteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer et nous proposons en fait, pour pas qu'il y ait de combat, de partir sur un forum, parce qu'un forum, c'est un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de production. Et ce forum de la construction durable outre-mer, aujourd'hui, est un objectif à court terme, puisque nous envisageons de le mettre en place dès 2025. Nous avons quelques mois qui nous séparent de 2025 pour travailler sur l'organisation. Vous savez, le schéma qui apparaît en fait sur la diapo, en fait, je le lirai plutôt de droite à gauche, puisque tout doit partir des territoires, tout doit partir des cellules locales, puisque c'est sur les territoires que les choses se font. Donc nous allons favoriser en fait la création et l'organisation de ces cellules locales. Je crois que je vois Françoise de la FEDOM qui est là. La Fédération des entreprises d'outre-mer a déjà fait un travail sur ce sujet d'instance locale de contrôle de la conformité. On rassemble tout aujourd'hui et donc structurer ces 11 cellules locales sur les 11 territoires ultramarins, quel que soit leur statut juridique, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur importance, pour que tous ensemble, nous allions vers la création de ce forum. Et de l'autre côté, nous avons les instances nationales, parce que bien entendu, les ultramarins peuvent continuer, peuvent développer ce chantier, mais sans l'appui des instances nationales, notamment des services de l'État, de la DHUP, de la DGOM et également des DEAL. Mais les instances locales sont également à mettre au même niveau pour que les quatre axes de travail qui ont été développés par mes collègues juste avant moi puissent vraiment produire une activité qui permette de changer la donne en matière de construction durable. Et je dirais pour terminer que la construction durable ultramarine aujourd'hui n'est pas à la croisée des chemins, elle est à la croisée des territoires. Merci. Merci beaucoup pour ces belles paroles. En tout cas, je ne peux pas résumer. En tout cas, merci à toute cette équipe, à l'ensemble du dispositif. L'atelier n'est pas fini, hein, mais c'est quand même un énorme chantier que vous mettez en œuvre. Vous pouvez bien entendu applaudir les acteurs, l'ensemble des acteurs qui sont non seulement ici, mais également dans la salle, l'AQC et l'ensemble des partenaires. Vous avez cité la FEDOM et bien d'autres, le ministère des Outre-mer qui vous a accompagné et bien d'autres institutions. Je laisserai le président de la délégation de la sénatoriale à l'outre-mer pour citer tous ces organismes. En tout cas, c'est un énorme travail, on ne s'en rend pas compte. Vous avez donné la date depuis 2017, ce qui est énorme. D'arriver ici à Batimat aujourd'hui, à mettre en place et à lancer ce livre blanc sur lequel vous travaillez. Et vous l'avez dit au début, avec l'ensemble des territoires des Outre-mer. Il y avait également la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, également présents lors des assises et pendant toutes ces années. C'est très important. Alors, si vous le voulez bien, le temps nous est imparti. On va prendre quelques questions de la salle. Courtes, profitons-en. Ils sont là, ils ont fait le déplacement. Quelques courtes questions rapides, s'il vous plaît. Et s'il y en a pas, ce n'est pas grave. Oui. Bonjour.
Alors allez-y Alors, pour les réponses. mon collègue a La parlé- question était, la demande de monsieur était quand est-ce que sera accessible le livre blanc et quand Alors, et où? il est déjà accessible, le livre blanc. Il est en ligne sur la plateforme Pergola, puisque nous avons eu l'occasion la semaine dernière, lors du congrès des HLM à Montpellier, de faire une première présentation. Et sur la plateforme Pergola, qui est une plateforme hébergée sur le site de l'agence Qualité Construction, le livre blanc est accessible. Voilà. La remise officielle aujourd'hui à Madame la présidente de la du Sénat est un acte, on va dire symbolique et fort, important. politique et fort. Mais l'accès est aujourd'hui ouvert. Nous sommes en open data. Et il faut que les acteurs de la construction, les constructeurs eux-mêmes, quel que soit le niveau, s'approprient en fait ce travail. Il y a encore une question, oui, sur le côté. Allez-y, merci beaucoup. Bonjour. Levez-vous, on ne vous voit pas. Voilà, merci. Bonjour. J'avais une question par rapport au territoire ultramarin. Je voudrais savoir comment elles s'engagent collectivement dans la construction durable. Ah mais c'est une question très générale là. On repart au début des assises. Quelqu'un peut répondre concrètement et rapidement? Oui, allez-y. J'ai tendance à dire que le naturel est beaucoup plus présent dans les territoires ultramarins que le côté artificiel de l'industrie générale européenne ou autre. Voilà, donc on part effectivement. J'ai dit qu'on était parti depuis des millénaires à faire par exemple de la terre crue et qu'on a un peu oublié d'en faire. Donc on essaie de revenir à nos savoir-faire territoriaux. Voilà, et que c'est toute une démarche, mais qu'à la base, on est beaucoup plus preneur et que la population est énormément en attente de retrouver les conditions de qualité de vie qu'il y avait il y a 50 ans et qu'on a relativement perdu par la centralisation. Alors ça, après, une fois qu'on a dit ça, c'est compliqué. Les grosses boîtes ont acheté des banches pour faire du béton banché. J'espère qu'ils y mettront du béton de terre, hein, mais il va y avoir des étapes. En tout cas, il y a une attente et on est parti dessus. En tout cas, on est beaucoup à être parti sur ce chemin-là. Une autre question, madame, ici. Voilà, le micro arrive, vous inquiétez pas. Merci, oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, vous avez beaucoup cité les services de l'État. Est-ce que les évolutions qui sont nécessaires selon vous sont plus ou autant sur les aspects réglementaires ou sur les aspects de formalisation de vos bonnes pratiques dans les règles professionnelles, les normes, etc. Normes au sens normalisation. Qui veut répondre? Qui peut répondre? Allez-y. Yannick. On dit Yannick, donc allons-y Yannick. Je ne suis pas bien certain de comprendre exactement la nuance de la question, mais il y a des attentes dans tous les domaines, aussi bien d'un point de vue de la norme et de la spécificité de la norme qu'il faut déformer et décentraliser pour nos territoires, mais c'est pas seulement la norme, ça connecte aussi les modes de vie. Il y a aussi dans cette dimension durable comment dire, la reconnexion entre local et global et se réapproprier nos identités à travers nos modes de vie et donc nos manières de fabriquer qu'il faut effectivement réveiller parfois et surinnover sur des traditions qui ont un peu disparu. Donc c'est un mélange de tout ça. Donc c'est un peu réducteur de juste parler de la norme. Voilà. Il y a un rajout d'explication. Oui, donc voilà. pour compléter Merci ce que dit Yannick, là, par rapport à l'aspect normatif et réglementaire, mais le travail se fait comment? En faisant, mais lors de la production ou la réalisation de normes et de règlements, ben tout de suite, c'est mettre en amont les professionnels locaux dans la structure, donc travailler avec le CSTB, travailler avec les autres, le CBA et autres organismes, pour que, je prends l'exemple de la réglementation paracyclonique, ça permet en tout cas de pouvoir mettre dans la réglementation les normes qui sortiront, mais les pratiques qui sont vraiment utilisées localement et qui permettent, grâce à leur expérience, de pouvoir rapporter l'expertise locale. Voilà, ça c'est important de le souligner. Donc c'est un travail de va-et-vient, comme disait tout à l'heure Alcé. On parle des cellules locales, on remonte et on fait un va-et-vient pour qu'à la fin, on ait un consensus sur les éléments ou les dispositions à exécuter dans les territoires. Et également Stéphane qui veut compléter la réponse. Merci pour cette question, ça me permet d'enfoncer le clou. Vous avez parlé des services de l'État, donc des administrations. Et ça me fait tout de suite penser
au fait que cet ensemble, ce magma de normes, de DTU, de trucs comme ça, en fait, on n'y comprend rien. Et qu'il faut aller sur la simplification, à la fois, parce que ça n'engage que moi ce que je vais dire, hein. Ne le prenez pas mal, mais nous étions en restitution là en février, je crois, à peu près 80 ultramarins. Bon, il y en a 4 qui comprenaient à peu près tout le sujet. Voilà. Tellement c'est compliqué, on comprenait le spectre de ce truc-là, et que c'est un truc, c'est totalement imbuvable globalement entre les différents trucs, les ATEX, les machins, les trucs, j'y comprends rien. Moi personnellement, au bout de plusieurs années, j'y comprends toujours pas grand-chose, faut être clair. Donc il ne faut pas surtout que les administrations derrière ne nous rajoutent pas des couches supplémentaires. Là, j'ai entendu parler, on voulait fermer des chantiers parce qu'il y avait trop de poussière. Bon, ok, bon, d'accord, pourquoi pas. Donc ça, il faut effectivement réussir à simplifier et on doit, à tous les niveaux, essayer avec des bons référentiels. C'est ça notre objectif dans l'annonce, c'est faire des référentiels, qu'on puisse faire en sorte qu'ils soient suivis par les assureurs, parce que au fin du fin, c'est l'assurance, et le confort des gens, des fois aussi. Voilà. Donc, comment bien l'appliquer sans être encore un truc sorti de l'administration dans l'image que je m'en fais. Merci Stéphane. Une question suivante. Merci. Bonjour. Donc, Monsieur Déris Didier, je suis le directeur de la société Anco, dont Monsieur Quistin était le représentant tout à l'heure, et aussi membre des groupes de travail pour ce livre blanc. Alors, je voudrais rajouter 2 choses simplement, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure sur le durable en Outre-mer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est durable en métropole n'est pas durable en Outre-mer. Et je dirais ce qui est durable en Outre-mer n'est pas durable Donc le durable, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui appartient à chaque territoire. Au niveau des normes, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'on nous a sans arrêt appliqué les normes, je dirais, européennes. Et ces normes européennes sont très souvent inadaptées. Et donc, ce que nous faisons, le travail que nous faisons, c'est justement de rendre ces normes adaptées. Donc c'est ça la grande, je dirais le grand projet que nous faisons. Et dernière chose comme question, le livre blanc, il est sous forme, j'imagine, informatique, mais est-ce qu'on peut le trouver sous forme papier? Il est là sous forme papier. Mais où est-ce qu'on peut le trouver? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Ah, l'acheter. Il n'est pas payant, dommage. Non, enfin, c'est une bonne piste. Mais je pense que l'AQC pourra vous répondre. Absolument. Vous en avez disponible. Oui. Ne vous inquiétez pas, ils vont On en a emmené. Voilà, avec un petit croissant et un pain au chocolat, ils vont vous donner le livre blanc. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Une dernière question, et après on va passer à un moment assez important. Oui, allez-y. Bonjour. Solennel. Je voulais savoir en fait sur les territoires comme Saint-Barth et Saint-Martin où la grande partie des constructions tendent à se diriger vers l'ultraluxe. Je voulais savoir comment on arrive à concilier le développement durable avec les constructions dites haut de gamme qui sont très énergivores. Merci beaucoup pour la question. Alors peut-être dire déjà que ultraluxe et durable ne sont peut-être pas compatibles et peut-être je vais laisser l'architecte répondre. C'est clairement mon sujet. L'ultraluxe, c'est avoir des moyens pour construire. Et à ce titre-là, en tout cas dans notre pratique personnelle, on expérimente beaucoup de solutions qu'on essaye d'innover parce qu'on a les moyens. Donc c'est probablement un peu plus facile, en tout cas je parle pour mon territoire, Saint-Barthélemy, de proposer des solutions innovantes lorsqu'on a plus de moyens pour le faire. Donc contrairement à l'idée reçue, j'aurais tendance à dire qu'avec des moyens, on peut faire plus vite du durable, entre guillemets. Après, on a très facilement la tentation de glisser dans effectivement, dans la mauvaise connotation du luxe. Or, aujourd'hui, on a quand même, à travers notre pratique, le luxe, aujourd'hui, c'est quand même un retour à la nature, c'est le confort du corps, c'est-à-dire le bioclimatisme, et c'est le confort de l'esprit, c'est-à-dire une démarche vertueuse. J'habite une maison qui n'a pas un poids carbone stratosphérique. Je vais dans un hôtel qui est plutôt vertueux, qui fait attention et qui met en valeur l'écosystème plage, mangrove qui est à ses abords. Donc voilà un peu comment on peut utiliser le luxe pour aller vers du durable et également rentrer dans la tête de quelque part ceux qui dirigent la planète, puisque
généralement ceux qui sont très fortunés ont des rôles importants, grandes entreprises, grands dirigeants, pour changer aussi les mentalités. Donc c'est un peu un ruissellement des idées, pour reprendre une métaphore économique bien connue. Merci beaucoup. Alors, on va rester sur cette dernière question et les dernières réponses. Et on va passer à un moment solennel. Je vais inviter les rapporteurs à se lever, à prendre l'un de vous. Non, mais gardez vos affaires, hein, c'est un moment solennel. Ça y est, ils partent tous là. Alors, vous prenez juste quelqu'un va remettre officiellement ce rapport, ce livre blanc en tout cas, à la présidente de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Ne vous battez pas, vous avez dit pour cette instance. Vous mettez devant, je vais être plus directive. Merci d'applaudir la présidente de la délégation sénatoriale aux Outre-mer et vous mettre autour, s'il vous plaît. Merci de vous mettre autour. Voilà, madame la comme ça. Rapprochez-vous. Le président du directeur général, pardon, le directeur général également, de l'AQC également autour. Je vais les placer. C'est comme à l'armée ici, avec les chantiers. Alors, vous vous mettez tout autour. Je vais vous placer pour la photo. Voilà. Merci le directeur général, tout le monde est là et on sourit pour la photo et vous applaudissez s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ce moment solennel de la remise de ce livre blanc, officiellement ce travail depuis 2017 qui se concrétise et bientôt le forum. Bravo encore. Désolée. L'exercice n'est pas fini, attention. Vous pouvez discuter dans quelques instants. Merci de reprendre vos places. Et maintenant, il y a un scoop? Non, d'accord. Non. On me parle de scoop, moi en tant qu'info, je suis tout de suite. Alors, ne partez pas si vite, madame la présidente de la délégation sénatoriale. C'est à vous, je vous invite sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour la conclusion. Et je rappelle, sous vos applaudissements, que le livre blanc est la concrétisation d'une préconisation formulée par le rapport de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Donc, sous vos applaudissements, un exemple concret de vos travaux. C'est à vous. Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, j'ai une pensée particulière. J'aurais aimé rendre hommage à 3 personnes. Jamil Abdelaziz, qui a beaucoup travaillé justement sur le référentiel de compétences. Vaïmoua Mouliava, qui a été le premier à me mobiliser sur ces assises de l'environnement, et Michel Magras, mon prédécesseur, qui, dès 2017, a fait adopter un rapport sur les normes dans le BTP. J'ai poursuivi, et la délégation que j'ai l'honneur de présider continue à poursuivre dans le doigt fil de cette idée que des territoires ultramarins peuvent ou sont aussi à l'origine de l'innovation, comme vous l'avez dit fort justement. Et ce gros problème normatif, c'est mon cheval de bataille. Donc nous avons une petite avancée, puisque depuis avril, le Parlement européen a adopté une dérogation spécifique de ce qu'on appelle le marquage RUP, qui émane d'ailleurs du rapport de la délégation sur la politique, reconstruire la politique du logement outre-mer, dont j'étais co-rapporteur avec Victorin Lurel et Guillaume Gontard, écologiste et spécialisé dans tout ce qui concerne le développement durable. Donc c'est la mise en place d'un référentiel d'équivalence, comme vous l'avez fort justement indiqué, pour permettre aux territoires ultramarins de s'approvisionner dans leur environnement proche. Alors, je parlais de scoop tout à l'heure parce que, évidemment, je ne suis pas celle qui lâche. Je vais jusqu'au bout et mes collègues ne m'en voudront pas, mais jeudi, nous avons une réunion et je compte leur proposer un travail commun avec la Commission des affaires européennes du Sénat, justement sur cet article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne pour justement élargir ce marquage RUP à l'agroalimentaire, à l'énergie, aux déchets, mais aussi particulièrement revoir ce qu'on appelle la notion de caractéristiques et contraintes, puisque depuis 20 ans, les contraintes ont beaucoup évolué et il nous faut revoir, changer aussi le regard, puisqu'on a beaucoup parlé des services de l'État, mais il est difficile parfois de leur faire entendre que dans nos territoires ultramarins, on ne peut pas construire, et particulièrement du logement social, comme on le construit ici. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui avance. Et je suis fière et honorée que le Sénat puisse y contribuer.
à travers ces travaux. Donc je tiens à remercier tout le monde. J'ai été là au début, au lancement de ces assises, et je suis fière de voir que des personnes qui ne se connaissaient pas puissent, à la fin, en remettant ces travaux, être aussi complémentaires les uns des autres. Donc, ce qui montre, comme le disait aussi monsieur Aliker, que les meilleurs spécialistes de la Martinique sont les Martiniquais. Donc, on peut le dupliquer à tous les Outre-mer. Et aussi, l'union fait la force. Donc, c'est en étant unis. J'ambitionne, j'espère, jusqu'à 2026, de changer le regard et de faire de nos territoires des territoires d'innovation. Et plus ces territoires où, malheureusement, l'actualité nous le rappelle, donne une idée un peu négative, mais au contraire, parce que je reste intimement persuadée, et Yannick l'a dit tout à l'heure avec les citernes, mais je reste persuadée que ce sont des territoires ultramarins que viendra aussi des solutions pour l'Hexagone et pour l'Europe. Voilà, merci à tous et merci aussi à QC pour son travail. Et je pense qu'il n'est pas terminé. Nous allons poursuivre justement à la mise en place de ce référentiel d'équivalence. Voilà. Merci infiniment, Madame la Présidente. Restez parmi nous pour la photo finale, s'il vous plaît. Je vous invite à vous rapprocher ici, à vous serrer. Monsieur le Directeur Général également. Les personnes qui ont contribué, Aurélien et Hélène, merci de me rejoindre. Vous dire également que cet atelier, vous pouvez continuer à discuter avec des intervenants qui sont présents. Et exactement. Il y a également dans la salle Laurent Canu, qui est le cabinet d'expertise Saratec de La Réunion, qui peut venir nous rejoindre. Joël Paul CAE de Guadeloupe. Maud Andriana Rincy, pardonnez-moi si j'écorche les mots, du CAE de Mayotte. Fabien Bernès de l'association AQA de Guyane. Chloé Ada de Saint-Martin. Flance Cognier de Guadeloupe. Didier Léris des Antilles. Et Jamel Abdelaziz, bien évidemment. Toutes ces personnes, vous pouvez dialoguer avec eux sur ce livre blanc. Merci de vous rapprocher tous, les personnes que j'ai citées, de vous serrer, c'est le moment. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci infiniment. Allez-y, rapprochez-vous pour la photo. Oui. Mais bien évidemment, la fée d'homme, bien sûr. Bien évidemment. Allez-y, tous les acteurs. Tout le monde y est? C'est parti. La photo, c'est à vous. Sous vos applaudissements, merci encore aux organisateurs et à l'équipe technique. Merci beaucoup. Et longue vie, et puis bientôt le forum.